Bienvenue à cette édition virtuelle de la Journée pédagogique montérégienne. Alors, vous êtes plus de 400 personnes inscrites à notre JPM aujourd'hui, donc c'était un record de participation. Alors, vous êtes près de 300 dans la salle de conférence ce matin. Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, c'est une première pour nous, comme c'est une première aussi pour plusieurs enseignants et conseillers pédagogiques qui ont accepté de présenter un atelier ce matin. Donc, malgré le contexte et les défis du quotidien. Donc, au nom du comité organisateur, je les remercie chaleureusement. Naturellement, nous vous demandons d'être aussi indulgents avec eux, avec nous, que vos élèves l'ont été avec vous le printemps dernier. Donc, c'est une situation qui est nouvelle pour nous. Alors, on compte naturellement sur votre indulgence et votre collaboration. Alors, sans plus tarder, je vous présente maintenant Mme Josée Lepitte, qui est directrice par intérim au service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes du CSS Marie-Victorin. C'est aussi la répondante au sous-comité FGA pour la table régionale des directions. Alors, elle va vous dire un petit mot, et puis je vous reviendrai plus tard pour certaines consignes après la conférence d'ouverture. Bonjour. Alors, merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes pour la première édition de la JPM, la première édition virtuelle de la JPM. J'ai le plaisir d'accueillir dans toute l'équipe de la Journée pédagogique montérégienne au CSS Marie-Victorin. Cette équipe va collaborer toute la journée pour vous offrir du soutien, mais surtout une programmation incroyable d'ateliers novateurs et formateurs. Le contexte pandémique que nous vivons actuellement nous amène à évoluer dans un ère qui impose des changements majeurs au niveau des pratiques professionnelles. Donc, vous avez été nombreux à répondre présent à l'appel de l'innovation. Vous avez su mettre la main à la pâte, à participer au développement des nouvelles compétences professionnelles et pédagogiques. Et tout ça au grand bénéfice des apprenants de la FGA. Donc, je tiens à vous féliciter pour toute l'ouverture, la mobilisation que vous faites preuve à tous les jours. Je souhaite aussi que cette journée de formation, en fait, elle vous permette de relever les défis et d'enrichir votre développement professionnel. Je souhaite remercier le comité organisateur de la JPM pour son engagement et sa créativité. C'est grâce aux membres de ce comité que la JPM, en fait, peut poursuivre sa mission de favoriser le développement continu. Je trouve que c'est important de nommer les membres du comité organisateur. Donc, Frédéric Larochelle, Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, Anne-Louise Désiel, CSS des Sommets, Sylvie Verrette, CSS de Sorel-Tracy, Amélie Dandurand, CSS des Hauts-Cantons, José Malo, CSS de Val-des-Serres, et nos deux chefs d'orchestre, Karine Lachance, conseillère pédago-numérique du Récit, Laurent Demers, agent de développement FGA Montérégie. Donc, merci à tous les membres du comité. Merci également à tous ceux qui aujourd'hui vont agir en tant que leader pédagogique en animant des ateliers. Je termine en remerciant Mme Nadia Rousseau qui a accepté l'invitation du comité pour nous partager son expertise en conférence d'ouverture. Donc, nous sommes honorés d'accueillir Mme Rousseau. Professeure en adaptation scolaire à l'UQTR, chercheur responsable du réseau de recherche et de valorisation sur le bien-être et la réussite, chercheur co-responsable du laboratoire sur la recherche-développement au service de la diversité. Ces recherches portent, entre autres, sur l'inclusion scolaire, la trajectoire scolaire des jeunes de 15 à 25 ans, l'expérience scolaire des jeunes ayant des troubles d'apprentissage et en fait un parcours parsemé de prix et de distinctions. Alors, je cède donc la parole à Mme Rousseau et vous souhaite une excellente journée. Alors, bonjour tout le monde.
C'est toujours fébrile de commencer une conférence d'ouverture, puis je dois dire que le faire en mode virtuel, c'est d'autant plus excitant, puis un petit peu stressant aussi, je vous dirais. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, je suis contente que vous soyez de l'autre côté de l'écran, même si je ne vous vois pas. C'est certain que ça va me manquer, cette présence-là. On va faire aujourd'hui un bout de chemin ensemble sur quelques éléments clés de la FGA, quelques éléments clés de l'engagement scolaire et des conditions pour s'engager à l'école, pour finir avec des pistes qui nous sont offertes, proposées par les jeunes qui ont vécu l'école en temps de COVID, notamment des jeunes de la FGA. Alors, on va débuter ça, s'il vous plaît. Donc, soutenir l'engagement scolaire en contexte de pandémie, l'avis des principaux intéressés. On va passer à la suivante. Tout d'abord, comme je vous disais, voix des jeunes en temps de pandémie. On va prendre 2 petites minutes là-dessus. Le rapport à l'école chez les jeunes, un petit détour vers la FGA et en quoi la FGA représente un point culminant dans l'expérience scolaire des élèves. L'affectivité dans l'apprentissage et dans l'engagement scolaire pour ensuite arriver avec des gestes qui favorisent la participation des jeunes à leur apprentissage en temps de pandémie et quelques mots de conclusion. Pour ceux qui s'interrogent, je dois déjà vous dire que le PowerPoint vous sera remis si vous le souhaitez là, à la fin de la présentation. Alors, la voix des jeunes en temps de pandémie. Je trouverais important là, de rappeler pourquoi s'intéresser à la voix des jeunes en temps de pandémie. Il faut savoir que si vous reculez en mars, en fait, c'était aussi un vendredi 13 comme aujourd'hui qu'on nous déclarait en confinement. Mais il faut savoir que les médias ont beaucoup parlé à quel point c'était difficile, notamment pour les écoles, les enseignants. On s'inquiétait énormément des jeunes, mais on avait peu d'emprise sur ce qu'ils vivaient. Ils ne faisaient pas partie des discussions à ce point-là. Et moi, j'ai senti l'empressement, parce que c'est mon champ de recherche, l'expérience des jeunes, j'ai senti vite un empressement d'aller recueillir leurs opinions. On sait que lorsqu'on prend en compte la voix des jeunes, on améliore leur expérience scolaire. On sait que ça nous permet d'augmenter leur engagement aussi. Et plus on considère le jeune comme étant partie prenante de la relation enseignement-apprentissage, plus cet engagement-là scolaire s'accroît. Donc, c'est vraiment les raisons là, qui m'ont poussé à aller voir ces jeunes-là en temps de pandémie. La prochaine, parfait. Le rapport à l'école chez les jeunes, on poursuit. Vous aurez compris, je n'ai pas le contrôle du PowerPoint, mais M. Lavoie, je crois, fait très, très bien ça. Alors, à la FGA, pourquoi c'est un point culminant de l'expérience scolaire? Vous le savez, plusieurs jeunes de 16 à 18 ans font le passage sans interruption de l'école secondaire vers la FGA et même 19-24, plusieurs jeunes aussi vont fréquenter le FGA. Pourquoi? Ben, ce qu'ils nous disent, c'est que leur expérience scolaire à la FGA est beaucoup plus agréable qu'elle l'était au secondaire. Qu'il y a quand même des défis d'apprentissage, puis vraiment une intention d'obtention d'un diplôme qui sous-tendent leurs décisions. Alors souvent, ils vont nous dire, moi, je suis là pour réussir ma vie, avoir un futur, commencer ma vraie vie d'adulte, me reprendre en main, réaliser mes rêves, me sentir bien, avoir un emploi intéressant. Donc, on voit vraiment que c'est comme une table, c'est une décision qui n'est pas anodine d'aller à la FGA chez les jeunes, d'autant plus intéressant de s'y intéresser. La prochaine. L'affectivité dans l'apprentissage, tous les apprenants ne sont pas égaux. En fait, plus notre expérience scolaire a été difficile, plus l'affectivité va occuper une place prépondérante dans mon ouverture à l'apprentissage, puis on va aller voir dans la diapo suivante le pourquoi de la situation. D'une part, l'affectivité dans l'apprentissage, il y a comme 5 grandes composantes. La première composante, c'est l'attitude de l'enseignant, et ça veut dire comment moi je perçois l'attitude de mon enseignant à mon égard. Et une attitude, c'est une façon de faire, d'agir ou de réagir dans un contexte donné. L'interprétation que j'en fais,
C'est vraiment à partir de l'expérience que j'ai eue, à partir de mes vulnérabilités. Et c'est cette perception-là qui va me permettre de créer un lien de confiance avec l'enseignant, qui va me permettre d'accepter de prendre des risques avec cet enseignant-là, ou déjà de me, je ne veux pas dire braquer, mais d'être plutôt marcher sur des œufs, pas trop oser faire la démarche. Donc, l'attitude de l'enseignant, composante essentielle. Ensuite, on arrive avec les émotions positives ou négatives qu'on vit à travers l'expérience scolaire. Quand l'affectivité m'amène vers des émotions négatives, ben à ce moment-là, c'est la crainte, la peur d'être jugé, peur d'échouer. Je vis des malaises. Et au plan cognitif, je me ferme. Je suis plus ouvert à apprendre, je suis plutôt en mode protection. À l'inverse, quand mon émotion en situation d'apprentissage est positive, ben on est dans le bonheur, on est dans le plaisir d'apprendre et ce qui fait qu'on va être davantage motivé, on va être davantage stimulé, plus curieux, plus engagé. Au niveau de la confiance, un élève qui se sent en confiance, et avec ses enseignants et avec ses pairs, va avoir beaucoup plus de chances de prendre des risques, poser des questions, montrer sa vulnérabilité. Par contre, un élève qui, au contraire, manque de confiance va plutôt être le jeune très silencieux dans le groupe, qui n'ose pas aller poser les questions, mais qui reste pris avec ses problèmes et ça mène au désengagement. Les attributions, on est vraiment dans est-ce que je m'attribue ou non le succès ou mes échecs. Donc, dans quelle mesure je suis capable de poser un jugement juste sur mon rôle dans le succès que je viens de vivre. Et ça s'acquiert tout au long de l'expérience scolaire de par le dialogue qui est entretenu avec l'enseignant. Donc, dès qu'on est tout jeune, là, maternelle, première, deuxième, troisième, fait que vous comprendrez quand ils arrivent à la FGA, ils ont déjà un pattern de bien établi à ce niveau-là que vous avez peut-être à défaire au sens où plusieurs jeunes ne vont pas s'approprier leur réussite et dire « Ah, j'ai été chanceux ». Et c'est là qu'il faut intervenir pour leur dire non, non, c'est pas la chance, c'est toi, c'est ton geste, c'est ton effort, c'est ton étude, c'est le temps que tu y as mis. Alors, on a encore un travail à faire pour renforcer au niveau des attributions et c'est ces conditions-là mises ensemble qui fait qu'on arrive à la motivation scolaire et donc à être actif et engagé à l'école. Et plus on est actif, plus on est engagé, plus on est motivé et là, on rentre dans une spirale qui est très positive. On passe à la suivante. En d'autres mots, l'affectivité, c'est indissociable de l'engagement scolaire. L'affectivité, donc, une forme d'investissement actif des élèves à l'égard de l'école, de leur apprentissage. Et pour être engagé, ça implique nécessairement des efforts, de l'attention, mais de l'intérêt aussi et de la persévérance. On passe à la suivante. Petite dernière diapo avant d'arriver à l'état COVID. L'engagement scolaire, souvent, elle est évaluée ou discutée ou abordée à partir de la sphère comportementale de l'engagement. Puis pourtant, l'engagement scolaire, le comportemental, c'est plutôt le résultat des sphères affectives et cognitives. Alors, lorsqu'on va poser un jugement sur l'engagement d'un élève, souvent, on va regarder son degré de participation. Est-ce qu'il respecte ou non les règles, les consignes? Est-ce qu'il est absent ou pas? Est-ce qu'il y a des comportements perturbateurs ou pas? Et là, on va se dire, ah, ce jeune-là n'est pas engagé. Et on va souvent agir sur le comportement, alors qu'on devrait plutôt agir sur les deux autres dimensions, soit l'affectif et le cognitif. Alors, il faut savoir, là, affectif et cognitif, c'est deux composantes interreliées et c'est la qualité de cette interaction-là qui va mener au comportement
associé à l'engagement scolaire. Alors, au plan affectif, l'attrait pour l'école, la valorisation de l'école, deux composantes importantes. Ça peut être l'attrait pour l'école parce que j'ai un projet de formation qui est mien, qui n'est pas celui d'un enseignant, qui n'est pas celui d'un parent. C'est vraiment mon projet de formation. Attrait de l'école parce que j'ai un attrait particulier pour une discipline particulière. Puis l'attrait de l'école, ça peut aussi être parce que j'aime mon prof. Il faut le savoir, c'est bien important. Sentiments et réactions positives, négatives envers l'école, envers les apprentissages. Fait que la sphère affective, là, c'est les 5 dimensions qu'on a regardées à la diapo précédente qui vont venir interagir avec le cognitif. Si j'ai une affectivité aussi, je suis bien dans l'activité d'apprentissage, on le disait tout à l'heure, parce que ça me procure du plaisir, de la joie, du bonheur, parce que j'ai de la confiance, etc. Je vais pouvoir m'investir mentalement et mettre de l'avant des stratégies, développer de nouvelles stratégies pour faire face à la tâche. Imaginez que vous allez jouer au golf et que vous êtes vraiment pas très habile au golf. Vous n'aurez pas le goût d'y aller à chaque samedi. Même si on vous dit, en temps de COVID, vous pouvez jouer au golf, c'est sécuritaire. Parce que vous ne vous réalisez pas à travers le golf. Donc, c'est un peu le même esprit. Il y a des jeunes qui vont se réaliser à travers les mathématiques ou se réaliser à travers les relations sociales à l'école ou se réaliser à travers une relation positive avec un enseignant à l'école. Bien, c'est suffisant pour partir le moteur du cognitif puis leur donner le goût d'être là et donc d'avoir des comportements engagés. On passe à la suivante. Je ne vois pas vos réactions, j'espère que c'est clair. J'espère que vous me suivez. Des gestes qui favorisent l'engagement scolaire en temps de pandémie. En fait, sachant l'importance de l'affectivité dans l'apprentissage et de son lien direct avec l'engagement des jeunes, et c'est l'engagement qui me permet de vraiment prendre part à mon apprentissage, on est allé questionner des jeunes en temps de pandémie. C'est donc dire qu'on a rencontré des jeunes en juin, on a également rencontré des jeunes en septembre, et on a fait un travail autour de petits groupes de rencontres, donc des rencontres d'une durée d'environ 2 heures avec des jeunes de 4 provinces, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta, donc un regard francophone. Et l'idée était de voir, indépendamment de mon milieu scolaire, indépendamment de la province, indépendamment du fait que je sois à la FGA ou à l'école secondaire, qu'est-ce qu'on doit apprendre de l'engagement en temps de pandémie? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est uniquement ce qui est commun dans tous les discours, incluant la FGA. Tout ce qui ne touchait pas la FGA ne sera pas présenté aussi ici pour respecter votre contexte d'intervention. On va passer à la suivante. Donc, 2 grandes questions ont orienté les discussions. La première, comment se vit l'expérience scolaire des élèves du secondaire et de la formation générale des adultes en contexte de pandémie de COVID-19, des élèves de 15 à 19 ans volontaires. Même s'ils étaient dans un même groupe de discussion, ça ne veut pas dire qu'ils venaient de la même école. Par contre, ils venaient de la même province. On a parlé de leur expérience. En fait, ils nous ont parlé de l'expérience positive, négative. Je vous l'ai dit, on a pris ce qui sortait du discours commun. Et j'ai pu intégrer des visuels qui ont été créés par François Clich. Alors moi, j'ai les idées, je rencontre les jeunes, j'ai les propos, je les analyse, mais j'ai aucunement de talent en dessin. Alors c'est François qui a pu faire les illustrations. La première chose à retenir, c'est pour faire de l'expérience d'apprentissage une expérience positive. Le premier élément qui est sorti, indépendamment des provinces, indépendamment des contextes, incluant la FGA, c'est la qualité de la relation enseignant-élève. Alors, vous réalisez déjà là qu'on est très, très proche de ce qu'on vient de voir sur l'engagement et l'affectivité. Alors, la relation enseignant-élève, une relation qui est positive, qui est amicale et qui est empreinte d'humour. Donc, on n'est pas juste dans une relation d'enseignement, d'une discipline, mais on est dans une réelle dynamique d'échange et de communication ensemble à travers cette activité disciplinaire-là. Maintien d'un lien avec les élèves. On nous a beaucoup dit, on est resté fidèle ou accroché à nos objectifs d'apprentissage davantage lorsque notre enseignant
gardaient un lien avec nous, même lorsqu'on n'était plus à l'école, parce qu'on était en confinement. Courriel, des rencontres Teams, des Facebook, des FaceTime, toutes sortes de stratégies ont été nommées. Je vous dirais même que ces stratégies-là, souvent de groupe, ont été au cœur de leur discours. Et on nous dit aussi que l'importance dans toute cette expérience-là du soutien scolaire, mais également moral de l'enseignant. Donc, ce n'est pas juste un soutien en termes d'apprentissage, mais c'est aussi un soutien en termes de comment vas-tu, hein, au niveau du ici maintenant. Ce que vous avez dans le côté sombre, le noir, c'est les dimensions négatives de l'expérience. Je ne voulais pas mettre l'accent là-dessus aujourd'hui parce que je veux qu'on ait le temps de passer au travers. De toute façon, vous aurez le PowerPoint. Alors, ici, vous voyez le maintien d'un lien avec les élèves, soutien scolaire et moral de l'enseignant, relations positives, amicales et empreintes d'humour. On poursuit. La relation avec les pairs. La relation avec les pairs a aussi été nommée, même à la FGA. Deux éléments fondamentaux étaient communs dans les discours, notamment l'importance de l'entraide scolaire, c'est-à-dire parfois être celui qui aide un père en lui expliquant une notion, en faisant un petit groupe d'études, même virtuelles, téléphone, chat, ils ont nommé toutes sortes de possibilités, mais également une entraide morale, le temps d'écouter son chum qui file pas, prendre le temps de se parler. Et c'est vraiment, au niveau de l'entraide morale, c'est vraiment à travers les technologies. Vous le savez, les jeunes passent beaucoup de temps d'écran. Alors, l'entraide morale a pu se faire sur Facebook, a pu se faire aussi sur des plateformes mises en place par les différentes écoles, mais beaucoup d'éléments qui ont été faits là, à l'extérieur du temps scolaire, mais qui demeuraient très importants pour eux. J'ai juste envie de vous dire, dans le côté sombre, une chose là, importante, la perte du contact physique avec ses amis. Ils ont trouvé ça dur pour les élèves avec leurs pères, mais je dois vous dire aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé ça difficile aussi avec leurs enseignants. Tantôt, j'ai pas voulu trop m'attarder, mais surtout lorsqu'il n'y avait pas eu un premier lien avec les enseignants. Donc, on arrive avec un nouvel enseignant qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas créé de lien. C'est beaucoup plus dur que si c'est un enseignant avec lequel on a déjà créé des liens. Je tiens à vous le dire. Donc, fait que le contact physique, il y a quelque chose d'assez quand même, ou la proximité, d'important dans la création de liens qui va nous permettre après de poursuivre même à distance. Prochaine. Alors, prochaine diapo, pas grande surprise, mais quand même des choses à réfléchir. L'organisation des ressources matérielles et des modes de fonctionnement à distance. Un des éléments qui a fait de l'expérience en temps de COVID tout de même positive, c'est l'accès, la disponibilité du matériel informatique. Et là, quand je parle de matériel informatique, il faut voir ça très, 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 très large. Là. Que ce soit une tablette, une imprimante, un réseau, des jeunes qui n'avaient pas accès au réseau. Alors, les milieux où on a pris le temps de s'assurer que les jeunes avaient tout ce qu'il fallait pour poursuivre leur formation, bien, c'est vraiment associé pour ces jeunes-là à une expérience plus positive malgré la situation. Et à l'inverse, des jeunes qui, au contraire, n'ont pas eu accès à ce matériel-là ou avaient tellement un réseau de faible qualité qu'ils pouvaient difficilement faire certaines des activités, aller visionner des vidéos ou autre chose. La variété des pratiques de l'enseignant est aussi nommée par l'ensemble des jeunes, c'est-à-dire que si on n'a plus accès physiquement à notre enseignant, mais qui nous envoie des tutoriels, des vidéos sur YouTube, qui nous fait de la modélisation en ligne, qui utilise des plateformes dynamiques. Donc, on n'est pas juste comme vous et moi en ce moment dans un rapport dialogique, mais on va au-delà de ça. Ben, pour les jeunes, c'était gagnant. Puis je l'ai nommé tout à l'heure, je vais le redire. Tout ça avec humanité, humour, et dans un contexte qui est plus amical que prescriptif, ça comptait beaucoup. Le soutien du personnel dans la création des comptes en ligne. Tout à l'heure, pendant que les gens attendaient avant de rentrer,
En fait, vous étiez déjà dans la salle, on était à peu près à 8h25. J'ai eu un bug sur mon écran, j'ai perdu l'écran de présentation. Et heureusement, j'ai eu le soutien d'Alexandre Vaillancourt, je sais son nom parce que je vois dans le bas de mon écran. Et là, Alexandre a pu m'aider à retrouver la bonne fenêtre. Ben, c'est ça aussi pour les jeunes. C'est pas parce qu'on nous dit, voici, utilise telle plateforme que tout va nécessairement bien aller. Alors, les jeunes ont beaucoup apprécié les milieux scolaires où on leur a donné un coup de main pour créer les comptes dont il allait avoir besoin, puis à la limite, venir installer des trucs, puis avoir aussi une ligne secours en cas de difficulté pour pouvoir participer pleinement aux activités d'apprentissage ou se joindre à un groupe de discussion uniquement parce que le prof avait le goût de nous parler, puis ça, ben, ça nous accrochait. Finalement, des stratégies ou des outils en ligne, c'était aussi fort pertinent pour eux. Ça rejoint un petit peu la variété là, des plateformes, mais au-delà de la variété de plateformes, je dirais que c'est l'utilisation optimale des plateformes qui nous permet donc d'utiliser une variété de composantes puis de varier un peu les approches pédagogiques. On passe à la suivante. L'engagement scolaire dans tout ça, les jeunes, pour faire de l'expérience un apprentissage positif, nous ont proposé des trucs. Si pour vous, je ne sais pas si c'est aussi petit que moi, mais je vais prendre mes lunettes, j'espère que non. L'importance, oh mon Dieu, oui, d'un horaire de cours stable. Vous savez comment tout ça est arrivé hein, rapidement. Il y a eu un moment de déstructuration, de restructuration qui varie d'un milieu à l'autre, d'une école à l'autre, d'une province à l'autre, mais indépendamment des endroits et des jeunes à qui on a parlé. L'importance d'un horaire de cours qui est stable. Donc, ils nous ont dit si ça devait se reproduire. Hein, qu'est-ce qui vous aiderait à rester engagé? Bien, si ça devait se reproduire, ce qui m'aiderait à rester engagé, c'est de savoir qu'à tous les jours, à 9h30, c'est tel cours, tel prof, puis c'est à telle heure qu'on va être connecté en ligne. Indépendamment du cours, il y aura toujours une espèce de régularité d'horaire au sein même de l'école. Les jeunes nous ont beaucoup parlé de la dimension aléatoire, un cours avec un prof, pas avec l'autre, 10 minutes avec un, 45 minutes avec l'autre, des courriels avec un, aucun contact avec l'autre. Alors ça, pour eux, ça a été très difficile et c'est une des pistes importantes qu'ils nous donnaient en nous disant, bien, si ça continue, cette histoire-là, il faut qu'il y ait un horaire, il faut que ça soit stable, c'est vraiment important. On nous a dit aussi qu'il y avait vraiment une influence de l'enseignant au niveau de leur motivation. Fait qu'un enseignant qui était motivé, un enseignant qui était apprécié, donc dès le départ, faciliter l'engagement et allait continuer de faciliter l'engagement si on devait encore vivre des épisodes à distance. Je lisais un rapport qui est sorti sur le collégial, c'est l'âge de vos jeunes, le collégial. Là. Et le rapport disait que les jeunes du collégial trouvaient ça très, très difficile en ce moment. Mais pour plusieurs, il n'y a pas eu de lien, ou à peu près pas, avant le début de la scolarisation à distance. À l'université, je peux vous dire qu'il y a eu 0 rencontre avant le début de l'amorce à distance et c'est beaucoup plus complexe pour les jeunes qui ont 20, 24 ans et qui sont quand même sans vulnérabilité aussi importante que plusieurs jeunes de la FGA. C'est beaucoup plus difficile de créer ce lien-là à distance. Et les jeunes nous ont dit que ce soit l'écran, que ce soit le masque avec la visière, il faut qu'on puisse recréer un lien qui transcende l'écran ou qui transcende le masque pour garder notre motivation. Et je le réitère, plus on est vulnérable, plus ce lien-là est important. L'influence de la caméra, c'est vraiment dans toute cette question de motivation,
certains enseignants, lorsqu'il y avait des activités en visuel, en ligne, disaient pas de caméra, personne. Alors que les jeunes nous disaient, on a besoin de la caméra lorsqu'on fait ces activités-là. Ça nous permet d'être en contact avec les autres puis de briser la froideur de l'écran. Je tenais quand même à vous le dire. L'inter-influence de l'engagement. Les jeunes étaient très conscients que si eux étaient désengagés, ça devait être très difficile pour l'enseignant d'être engagé dans tout ce qu'on a vécu. Par contre, à l'inverse, il nous disait quand notre enseignant est engagé puis qui est content de nous voir, ben moi, ça m'aide aussi à m'engager. Fait qu'il y a comme une inter-influence au niveau de l'engagement. Et finalement, l'importance de la qualité de l'enseignement. Et là, on était vraiment, qualité pour eux, c'était vraiment de rendre les apprentissages vivants, de les rendre les plus vivants possibles dans les circonstances. Alors, ça faisait partie vraiment de leur piste à considérer si on devait revivre l'enseignement à distance. Fait que je pense que c'est très judicieux là, dans le contexte actuel. On va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le tableau que vous avez là, c'est l'ensemble de l'œuvre qui réitère ce qui est pertinent, ce qui est commun à tous. Et lorsque vous avez des petits encadrés en jaune, ben c'est des trucs qui précisent spécifiques à FGA ou exclus FGA. Donc, c'est vraiment un petit sommaire là, auquel vous pourrez retourner. Voire même valider avec vos jeunes dans une prochaine activité en ligne ou en présence et voir comment eux se situent par rapport à ces composantes-là pour vous donner des pistes pour vous dans votre pratique. Prochaine diapo. Question 2. Quelle stratégie on pourrait mettre de l'avant pour contribuer au maintien et à l'accroissement de votre engagement? Toujours les mêmes jeunes, ici uniquement le discours commun. On poursuit. S'investir dans son travail. Les jeunes nous ont un peu surpris. Beaucoup de pistes qu'ils ont données, ce sont des pistes pour eux-mêmes plutôt que pour l'école ou l'enseignant. Alors, d'une part, faire ses devoirs, faire ses travaux, regarder le matériel proposé, s'informer auprès des autres élèves. Donc, toute la dimension d'investissement personnel est importante. L'autre dimension, poser des questions. On revient à tantôt à la prise de risque, poser des questions. Est-ce que je me sens sans confiance? Donc, ne pas hésiter à poser des questions à sa famille, à ses amis, à ses enseignants lorsqu'on ne comprend pas un volet de la matière ou de la discipline. Suivant. Poser des questions à d'autres intervenants. Les jeunes nous ont dit que oui, il y a tous les intervenants de l'école, mais il y a aussi des intervenants dans le communautaire, Carrefour Jeunesse Emploi, Maison de Jeunes, où ils peuvent aussi aller chercher des réponses. Et je dois vous dire que c'est souvent un recours qu'ils ont utilisé lorsqu'ils sentaient qu'il y avait peu ou pas suffisamment de liens avec leur enseignant. Alors, ils sont revenus avec ces stratégies-là à proposer, poser des questions à l'ensemble des intervenants de l'école. Puis par intervenant, on n'est pas juste enseignant, là. On est aussi orthopédagogue, orienteur. On est vraiment là dans service complémentaire. Se donner d'une bonne hygiène de vie. Ils ont reconnu que suite au confinement, l'horaire est parti, le sommeil est parti, le temps de jeu vidéo a augmenté et que pour se réengager, ils devaient absolument se doter d'une hygiène de vie qui comprenait notamment le sommeil, avoir une réelle routine, donc un horaire où on ne fait pas juste rester en pyjama toute la journée, où on a des temps d'études, des temps de loisirs, des temps de plaisir, et justement prendre du temps pour les loisirs et pour les sports, même si ça doit être un sport pratiqué individuellement dans les circonstances. Suivant. Être discipliné quant aux distractions. Ils reconnaissent, les jeunes, que le temps d'écran, le temps de jeu et le temps sur les réseaux sociaux, c'est un frein à leur apprentissage. Alors, ils doivent se donner une discipline pour limiter ces temps-là. Et ça nous ramène un peu dans la routine. Hein? Un temps d'école, on travaille de telle heure à telle heure, on s'habille, on n'est pas en pyjama. Mais après, on peut, si on veut, avoir un temps d'écran. Et à ce niveau-là, ils nous ont dit qu'il y avait eu quand même un peu de défis, des défis à relever parfois, notamment le partage du réseau au sein de la famille. Si tout le monde est dans la routine, si tout le monde est en même temps sur une plateforme, tout le monde est en même temps sur du temps de jeu, à un moment donné, la bande passante, ça ne fonctionne plus et c'est souvent l'école qui en est coupée.
Se doter d'un lieu de travail à la maison, ben oui, un environnement propice pour travailler, donc un espace de travail propice avec le matériel nécessaire pour travailler. Ils ont aussi recommandé de se faire un horaire de travail, justement, qui allait gérer, si on était encore à la maison, les temps de réseau pour maximiser l'efficacité du travail à distance. On poursuit. Une préoccupation importante qui a été nommée, c'est vrai uniquement pour le Québec et la Saskatchewan et la FGA, ça n'a pas été nommé en Alberta et au Manitoba. Je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas, je peux juste vous dire que ça n'a pas été nommé. Des enjeux de santé mentale. Des enjeux de santé mentale, les jeunes nous ont dit on est plus anxieux, on a des humeurs dépressives, on vit plus de stress, on a de l'impuissance. Et ils nous ont dit aussi que parfois, ils étaient plus impulsifs, voire agressifs, irrités, irritants également. Et ils ont vraiment ouvert une belle piste de s'assurer que l'école gardait accessible les soutiens émotionnels, que ce soit par les enseignants, mais aussi les autres intervenants, même si on était à distance. Donc, si je suis vraiment dans une phase difficile, est-ce que je peux quand même avoir accès à un professionnel de mon école? Puis comment je fais pour y avoir accès? Certains ont proposé des tableaux de disponibilité. Donc, l'école ait un tableau avec les différents professionnels auxquels ils peuvent recourir pour les différentes situations qu'ils pourraient vivre. Alors, si je vis ça, pas être en mode, il faut que je trouve quelqu'un à qui parler, mais que j'ai déjà un espace au sein de mon école, de mon centre, pour savoir où je peux me diriger si j'ai besoin de parler. Alors, ça a été nommé. Puis, je dois vous dire que dans les propos qu'on a recueillis, pour certains, ça a été vraiment très difficile, puis ils anticipaient si on devait retourner, comme on vit en ce moment, des écoles qui sont ouvertes, des écoles fermées, à distance, pas à distance, il y a plein de scénarios. Alors ça, c'est vraiment un élément fondamental qui a été nommé. On poursuit. J'avais le goût de vous dire, pour clore cette composante de la présentation, que les jeunes font preuve de beaucoup de maturité. Souvent, quand on parle des 16-19 ou même surtout les 16-19 à l'éducation des adultes, et je ne parlerai pas des jeunes secondaires, mais je vais rester centrée sur l'éducation des adultes, on le sait, hein, il y a des vulnérabilités, des entrées, des sorties, c'est pas toujours facile. Mais moi, je veux que vous sachiez que les jeunes étaient très conscients et très empathiques face aux défis vécus par les enseignants en contexte de pandémie. Plusieurs fois, ils nous ont dit « Oh mon Dieu, que je ne voudrais pas être enseignant. Oh mon Dieu, que ça ne doit pas être facile. Oh, que ça doit pas... » Alors, ça n'exclut pas le besoin qu'ils ont et qu'ils manifestent, là, d'être en contact avec vous puis de sentir votre présence. Mais même s'ils ont ce besoin-là, puis même s'ils nous disent que ça prend des stratégies intéressantes, même à distance, ils sont très conscients que ce qu'on vit actuellement influence aussi les enseignants, que ça amène toutes sortes de changements précipités parfois avec des degrés d'aisance différents. Monsieur Demers en a parlé en ouverture en disant « Soyez indulgents envers nous et envers les gens qui vont présenter aujourd'hui. » Mais vous voyez, les jeunes sont très indulgents envers vous. La prochaine. Donc, en guise de conclusion, pour soutenir l'engagement des jeunes à la FGA, les jeunes offrent plusieurs pistes intéressantes, notamment des pistes qui traduisent leur réalité. Ça, c'est important à nommer. Donc, leurs besoins, leur vulnérabilité, leur motivation. Ce besoin-là, on le dit, ça passe par la relation maître-élève, notamment avoir accès à du personnel pour les aider au plan technologique, le cas échéant, pour les aider au plan scolaire, oui, l'enseignant, mais peut-être aussi une orthopédagogue, par exemple, avoir accès également à des services au niveau plus santé mentale. Donc, plusieurs éléments ont été nommés à cet effet-là.
Ces pistes-là, il faut que vous sachiez qu'elles font écho à la documentation scientifique. La documentation sur l'engagement scolaire, la documentation sur le rôle de l'affectivité dans l'apprentissage, la documentation sur l'enseignant, comme tuteur de résilience. Il y a des jeunes qui vont à l'école pour le lien qu'ils ont avec leur enseignant. C'est ça leur motivation. L'environnement d'apprentissage, il y a beaucoup de travaux qui parlent de l'importance d'avoir un environnement sécuritaire, bien organisé, un climat favorable aux apprentissages. Ils nous ont parlé de l'environnement notamment lorsque l'apprentissage doit se faire à la maison. Et bien sûr, les besoins des jeunes de la FGA qui ont été bien documentés, des jeunes de 16-18 beaucoup plus vulnérables que les 19-24, les filles plus d'enjeux au niveau de la santé mentale que les garçons. Alors vraiment, il y a quelque chose de très cohérent entre ce qu'ils nous ont rapporté et la littérature. Il faut aussi voir que la prise en compte de l'affectivité dans l'apprentissage, c'est vraiment un point de départ incontournable. Je ne veux pas que vous pensiez, en amorçant votre journée aujourd'hui, qu'il y a juste la relation qui compte. Non, il n'y a pas juste la relation qui compte, mais c'est le point de départ pour la suite de l'apprentissage. Un jeune qui a aucun défi scolaire, qui s'automotive à faire de la grammaire parce que c'est un maniaque de grammaire, n'a pas besoin d'une relation extraordinaire avec son enseignant. Mais les autres qui doutent de leur capacité, qui ont eu des expériences scolaires plus difficiles, qui ont peur de prendre des risques, qui ont tout le temps l'impression qu'ils vont être en situation d'échec, qui ont développé de l'impuissance, le point de départ, c'est la relation avec l'enseignant. Pourquoi? Pour prendre des risques, pour être plus ouvert à l'apprentissage, pour soutenir l'engagement cognitif et comportemental des jeunes et pour rester engagé même en contexte de vulnérabilité, ce qui est vraiment intéressant, je ne sais pas si c'est le bon mot, comme chercheur, des fois on trouve ça intéressant, mais ça ne veut pas dire que c'est intéressant dans la vraie vie. Ce que nous ont rapporté les jeunes qui vivent des difficultés scolaires ou d'adaptation ont aussi fait partie du discours des jeunes qui, en ce moment, vivent une crise sanitaire. Fait que la vulnérabilité, en ce moment, ne se résume plus au fait d'avoir ou non des difficultés scolaires. La crise sanitaire rend d'autres personnes aussi vulnérables. Donc, cette relation-là à ne pas négliger. La suivante, s'il vous plaît. Je suis toujours fière quand j'arrive à faire un petit rideau dans mon PowerPoint. Je vous remercie. Je m'étais dit, il ne faut pas que j'avais regardé l'heure, là. Je m'étais dit 40 minutes maximum pour garder un temps de questions. J'ai réussi mon pari, je suis très fière. Alors, c'est vraiment le temps maintenant de répondre à vos questions. Le mode de diffusion actuel, je le répète, fait en sorte que je ne vous vois pas. Alors, j'espère que vous avez été avec moi quand même, puis ça va vraiment me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. On va laisser le temps aux gens d'inscrire leurs questions, mais pendant la présentation, le micro, oui, pendant que je vous pose la question à Mme Moussa. Merci. Il y a deux personnes qui ont écrit dans le clavardage déjà des questions pour vous. Donc, on a Alexandra Rachita qui demande « Que pensez-vous de l'enseignement hybride ou qu'est-ce que les élèves questionnés ont dit en lien avec ça? Apprécient-ils la possibilité de pouvoir venir en classe de manière sporadique aux besoins? » C'est-à-dire que c'est ce qu'ils font dans leur centre. Et que même si la plupart des élèves se présentent à environ 80% en ligne, ils craignent une autre fermeture pour ceux qui viennent en personne presque quotidiennement. Donc, un problème d'accès à Internet, situation familiale qui ne favorise pas l'apprentissage, par exemple. Oui. Bien, c'est certain que hybride, si je me fie à ce que les jeunes nous ont partagé, c'est beaucoup mieux que uniquement à distance. Pour deux raisons. Vous entendez peut-être mon chat miauler, je suis désolée, j'ai pas de contrôle. Ben, pour deux raisons, commençons par l'environnement de travail. Il y en a que c'est des enfants, moi c'est un petit chat, une vieille fille en plus. Alors, la formule hybride permet de garder un contact. Les gens nous ont dit, le contact est essentiel et quand on passe en mode virtuel, si on n'a pas pu construire quelque chose avec notre enseignant, c'est encore plus dur de rester engagé. Donc, la formule hybride, ça permet cet équilibre, ça permet de garder des moments où on peut se voir être ensemble, puis continuer de construire cette relation-là, puis en même temps, des moments où, de par ce qu'on vit, on est nécessairement à distance. Pour ce qui est de
de la classe sporadique, je pense qu'elle répond aussi à plusieurs besoins. Je dois même vous dire qu'en ce moment, il y a un Carrefour Jeunesse Emploi qui travaille avec des gens de l'éducation des adultes aussi qui se questionnent à savoir comment on pourrait soutenir les jeunes lorsqu'ils sont uniquement à la maison pour leur offrir un milieu plus propice à l'apprentissage, plus calme, avec du matériel fonctionnel, avec accès à une personne pour répondre à leurs questions. Fait que vous voyez, le fait d'ouvrir la classe, même sporadique, je crois que c'est une bonne piste, toujours dans la mesure où on respecte les normes en vigueur. Mais puis peut-être que c'est pas tous les jeunes qui l'utiliseront, mais c'est pas grave. Ceux qui en ressentent le besoin pourront y aller. Et ça peut être des gens justement qui ont plus de questions, qui sont plus inquiets. Ça peut être juste des jeunes qui ont plus d'anxiété, ni plus ni moins, puis qui ont besoin d'être rassurés. Alors, je crois que c'est une bonne formule. Excellent. On a aussi une question de Marc-André Réblier. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète pour favoriser des comportements disciplinés chez nos élèves, en lien avec la discipline, pas la discipline, je m'excuse, la diapo qui parlait des distractions? Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, vous savez, j'aurais pu vous parler de ça pendant 45 heures, hein, minimum. Mais la première chose, je pense, c'est d'amener les jeunes à identifier leur objectif de formation. Les jeunes nous disent toujours, quand l'objectif de formation a du sens pour moi, c'est mon projet de formation, je me suis donné un objectif de formation, bien, c'est comme mon élément de départ pour me discipliner, pour répondre à cet objectif-là ou à mon intention de formation. Si j'ai fait le choix d'aller aux adultes avec un objectif vraiment très loin, là, je vais aux adultes parce que je veux faire mon secondaire 5, mais au final, je suis en train de faire de la première puis de la deuxième secondaire. Je fais un cas de figure, là. On s'entend que l'objectif d'un secondaire 5 est beaucoup trop loin pour me permettre vraiment de m'engager. La côte est énorme. Fait que d'amener les jeunes à identifier un objectif qui est proximal, donc à plus court terme, mais qui soit le leur, de l'avoir en tête, on va aider à ces comportements autodisciplinés-là. Avoir une discussion avec les jeunes aussi sur ce que moi je peux faire comme enseignant, puis ce qu'eux peuvent faire, pas ce qu'ils doivent faire. Lorsque les jeunes, on leur dit « vous devez faire », souvent, c'est pas gagnant d'avance. Mais avoir une discussion avec eux sur, c'est toute la question, là, le grand courant de la voix des jeunes, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce que moi, je peux faire. Et là, ça devient une espèce de contrat d'engagement partagé. Et on va avoir là encore des jeunes qui vont, entrer dans la danse, puis développer cette autodiscipline. Une autre piste intéressante, beaucoup de jeunes de l'éducation des adultes, c'est vrai aussi à la formation professionnelle, vont nous dire « on ne sait pas comment étudier ». Alors, imaginez si on est tout seul à la maison puis on nous dit qu'on ne sait pas comment étudier. Fait que c'est bon de reviser avec eux les bonnes stratégies d'autodiscipline, d'études, stratégies de prise de notes, stratégies pour s'organiser. Faut pas que ça... On peut se donner la permission de prendre un temps pour élucider ou mieux expliciter ces stratégies-là. Puis ça va répondre à des besoins de certains jeunes. Il y a des jeunes qui passent par des structures de maisons de jeunes puis de Carrefour Jeunesse Emploi avant d'aller à la FGA, juste pour ça. Juste parce qu'ils ont besoin de savoir c'est quoi mon objectif de formation, puis c'est quoi les moyens que je dois mettre en œuvre. Ils ne savent pas. Il faut savoir qu'au secondaire, les travaux ont vraiment démontré que les jeunes ne font pas partie de la prise de décision, puis ils ne sont pas autonomes. Les jeunes en difficulté, je parle pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être autonomes, mais c'est parce qu'on a toujours tout décidé pour eux. On a décidé qu'est-ce qu'ils allaient apprendre, comment ils allaient apprendre, de quelle façon ils allaient l'apprendre, de quelle façon ils allaient l'étudier. Mais ça ne veut pas dire qu'à travers ça, ils ont développé des mécanismes pour le faire. Et on sait aussi que les jeunes qui vivent des difficultés à l'école
ont plus de difficultés à s'approprier des stratégies d'organisation et d'apprentissage. Fait que ça devient un peu un enseignement explicite qu'on doit faire. Peut-être que mes réponses sont trop longues, je m'excuse. Mais enfin, je pense que c'est une bonne piste de revoir ce qui a été proposé, leur demander par les autres jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent, puis ensuite arriver au comment on peut faire ça avec eux. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses, en fait très précises. On n'a pas eu d'autres questions où vous y avez répondu au fur et à mesure pendant votre présentation. Moi, je pourrais rappeler aux gens là, ce qui revient. Hein. Je pense que les gens apprécient beaucoup votre conférence d'ouverture. Le sujet les interpelle. Il y en a beaucoup qui veulent la revoir et la partager avec leurs collègues. Donc, inquiétez-vous pas, Mme Rousseau a accepté qu'elle soit enregistrée. Là, vous allez pouvoir y accéder sur le lien que vous avez aujourd'hui et plus tard sur le site de la JPMV et la chaîne YouTube du FGA Montérégie. Et sa présentation également, là, elle a été généreuse aussi d'accepter de partager la présentation d'aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le clavardage. Ah, on a une réaction de Marc-André Bouillet qui dit qu'une personne qui respecte énormément lui a déjà dit qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les jeunes savent. Enseignons-leur pour en être certains. Merci Nadia pour votre réponse. Donc, on a des gens qui trouvent vraiment votre présentation très intéressante, qui réagissent ici. Là. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais réagir à la diffusion. Ça va vous faire rire, mais on parlait de qualité de réseau. Avec la COVID, on doit travailler à distance, nous aussi. Et moi, ma maison est en Haute-Mauricie, fait qu'on a un réseau satellite. Puis je me disais, j'espère qu'il va faire beau soleil aujourd'hui, parce que plus il fait soleil, plus l'image est claire. Mais non, c'est des gros nuages. Alors l'image est encore moins claire. Toutes mes excuses. Il ne semble pas y avoir d'autres questions dans le clavardage. Plusieurs personnes disent que c'était intéressant et un plaisir d'écouter votre présentation. Peut-être que je pourrais juste ajouter pour conclure. En fait, je veux vous lever mon chapeau pour deux raisons. D'un, je vous souhaite une superbe journée de formation aujourd'hui, de réflexion, de partage, de co-construction. Mais je veux vous lever mon chapeau, vous le savez peut-être ou pas, mais je travaille beaucoup avec les jeunes de la FGA, des projets de recherche avec des centres FGA également, les 16-24 ans. Puis je veux vraiment que vous sachiez à quel point, je l'ai dit d'entrée de jeu dans la présentation, mais vous êtes un point culminant de leur formation. Quand les jeunes font le choix d'aller à la FGA, même si ce choix-là est parfois avec des objectifs qui sont vraiment très, très loin, qui complexifient le parcours, ces jeunes-là vivent une expérience à la FGA qui est de loin beaucoup plus positive que ce qu'ils ont vécu au secondaire. Il ne faut pas négliger l'importance que ça a. Et c'est pour ça que ces jeunes-là, même s'ils font des allers-retours, reviennent vers vous après peut-être un arrêt ou 2 arrêts ou 3 arrêts. Dites-vous que vous travaillez dans un contexte qui a beaucoup de significance pour les jeunes et qui vraiment contribue à construire qui sont comme apprenants après des expériences scolaires plus difficiles. Première chose. Deuxième chose, en temps de COVID, on parle beaucoup des super-héros en milieu médical, mais pour certains jeunes, et moi je le pense également, je pense aussi que vous êtes des super-héros en temps de pandémie, en étant en contact avec des jeunes, en travaillant vous aussi avec vos masques, avec vos visières, en étant là à tous les jours. Je tiens vraiment à vous féliciter. Ça, c'est un bel exemple d'engagement. Bravo, bravo, vraiment.